Le Burkina Faso serre les rangs au bord de la rupture. Terrorisme, fracture du social et pression économique forcent l'État à chercher la stabilité là où on ne l'attend pas, jusque dans la vie étudiante. Quand des universitaires vivent sous discipline structurée, que protège-t-on vraiment et que redoute-t-on selon Ibrahim Traoré? Une jeunesse formée au calme peut changer l'issue. L'analyse promet une lecture sobre d'un geste controversé. Placer des étudiants dans un cadre militaire structuré, sans armes ni déploiement, pour apprendre l'ordre, la ponctualité, la coopération et la maîtrise de soi. Comprendre ce choix aide à juger sans slogan ni réflexe. Le fil directeur est simple. Dans un Sahel fragilisé, la neutralité peut devenir une faille et l'éducation ne peut rester coupée des risques de manipulation, de criminalité ou de radicalisation. La discipline serait une prévention, pas une punition. Le récit adverse insiste sur une distinction. Militariser la jeunesse, c'est préparer au combat et à l'obéissance politique. Discipliner des civils, c'est bâtir du caractère et une conscience nationale. Ce n'est pas un pas vers l'autoritarisme. Selon ce cadrage, Ibrahim Traoré place l'éducation au rang de sécurité nationale, afin de renforcer la cohésion sociale et de réduire la vulnérabilité des étudiants au récit qui excite dans la colère plutôt que la compréhension. L'enjeu annoncé est la survie de l'ordre social, avant même la victoire sécuritaire. Reste une question qui guide la suite. Comment cette discipline prétend-elle soutenir la pensée critique? Deux lignes reviennent comme un choc. Pas d'armes, pas de déploiement, mais une discipline quotidienne imposée à des étudiants. Et tout repose sur deux objectifs affichés par le récit adverse. Protéger la société de l'effondrement et fabriquer des citoyens plutôt que des soldats. Dans ce cadre, la scène décrite est presque répétitive, précisément parce qu'elle cherche à produire des habitudes. Chaque matin, les étudiants se lèvent tôt, s'alignent, suivent un horaire strict, partagent les mêmes règles, mangent les mêmes repas et vivent sous une discipline identique. Ce n'est pas présenté comme un entraînement au combat, ni comme une préparation à la guerre. Le texte insiste. Il n'y aurait ni endoctrinement politique, ni apprentissage des armes. À la place, la formation vise l'ordre, la responsabilité, le respect des règles et le respect mutuel. Pourquoi ce choix? Parce que le contexte décrit est celui d'un Sahel fragilisé, où les groupes terroristes ciblent activement les jeunes par la manipulation, les fausses promesses et l'exploitation de la frustration sociale. À cette pression s'ajoute, toujours selon la source, des vulnérabilités internes, difficultés économiques, exposition à la drogue, violence, réseaux criminels et idéologie radicale. Dans un tel environnement, le récit pose une thèse, l'indifférence devient une vulnérabilité et l'université ne peut rester un espace isolé de la réalité nationale. C'est ici que la distinction clé est martelée. Militariser la jeunesse signifierait préparer au combat et transformer les civils en instruments de force. Éduquer par la discipline, au contraire, viserait à construire le caractère, l'ordre social et la conscience civique. La discipline devient alors une défense douce, stabilité, pensée critique, résistance à la manipulation. Au centre de cette logique se place Ibrahim Traoré, décrit comme voyant l'éducation comme un pilier stratégique de souveraineté et non comme un terrain neutre. La question qui reste ouverte n'est donc pas seulement que fait-on aux étudiants, mais que tente-t-on d'éviter à la nation? Dans le récit adverse, l'étudiant n'est pas seulement un apprenant, il devient un indicateur de fragilité nationale. Il se réveille tôt, rejoint une file, accepte un horaire strict et découvre que le temps a un coût collectif. La routine n'est pas décrite comme une violence, mais comme une méthode. Elle fixe des limites, rend la règle visible et transforme l'effort individuel en responsabilité partagée. L'idée centrale est que l'ordre protège, parce qu'il empêche la colère de devenir un outil pour d'autres. Un micro-cas illustre cette logique. Un étudiant brillant, mais sans structure, se laisse happer par l'ennui, la pression sociale et les récits en ligne qui promettent une identité rapide. Dans un environnement discipliné, ce même étudiant apprend à contrôler l'impulsion, à gérer le temps et à mesurer l'impact de ses actes sur le groupe. La source ne prétend pas qu'il devient parfait, elle affirme qu'il devient moins manipulable.
Le texte insiste aussi sur l'effet de mélange social. Des étudiants d'origines différentes vivent sous les mêmes règles, et les différences régionales, ethniques ou sociales perdent de l'importance parce que personne n'est au-dessus de la discipline. Cette uniformité est présentée comme un antidote à la division interne, souvent exploitée dans les périodes de crise. Dans cette lecture, la cohésion n'est pas un slogan. C'est une compétence qui s'apprend par l'expérience répétée des limites. Enfin, le cadre est présenté comme temporaire et civique, non comme un contrôle militaire permanent de l'université. La discipline sert de bouclier, et la maturité devient un objectif autant que le diplôme, une ligne que le discours associe à Ibrahim Traoré et à la survie de l'ordre social. La question qui se pose alors est simple. Si la discipline prétend protéger la société, quel prix symbolique l'université accepte-t-elle de payer ? Avant, l'université était décrite comme un lieu de savoir séparé du tumulte. Après Krassan, elle est présentée comme un front discret où se joue la survie de l'ordre social, et Ibrahim Traoré s'inscrit explicitement dans cette bascule. Tout commence par un diagnostic dur. Le Burkina Faso traverse une période de violence armée, de terrorisme, de tensions sociales et de tentatives constantes de division communautaire. Dans un Sahel instable, les groupes terroristes chercheraient à recruter les jeunes par manipulation, promesses et exploitation de la frustration. À ce contexte sécuritaire s'ajoute un autre fil: chômage, pression sociale, réseaux criminels, drogue, idéologie radicale et un espace numérique où la colère circule plus vite que l'analyse. C'est là que la source pose son point de départ. La neutralité ne protège plus, l'indifférence devient vulnérabilité et l'éducation ne peut rester déconnectée de la réalité. Le déclencheur n'est donc pas une envie de militariser, mais une peur de l'effondrement interne avant l'ennemi extérieur. La décision décrite consiste à placer des étudiants universitaires dans un environnement militaire structuré, tout en répétant une clause centrale. Pas d'armes, pas de déploiement, pas d'entraînement au combat, pas d'endoctrinement politique. La scène est presque mécanique. Lever tôt, alignement, horaire strict, repas similaires, règles communes, discipline identique. Ce que l'on veut fabriquer, selon cette logique, n'est pas un soldat, mais une habitude, ponctualité, respect de l'autorité, coopération, maîtrise de soi, sens des limites. Le récit ajoute une chaîne causale qui sert de colonne vertébrale. La discipline crée la stabilité favorise la pensée critique, et la pensée critique renforce la résistance à la manipulation. L'enseignement implicite est que la liberté sans discipline se transforme en chaos et que, dans un état fragile, le chaos devient une porte d'entrée pour les acteurs armés et les récits toxiques. À ce stade, le discours durcit la distinction. Militariser la jeunesse, ce serait transformer des civils en instruments de force, préparés au combat, à l'obéissance politique ou à la confrontation idéologique. Éduquer par la discipline, ce serait construire le caractère, la responsabilité, l'ordre social. Le milieu militaire est choisi non pour la violence, mais pour l'ordre, une cohérence que les institutions civiles, selon la source, peinent parfois à appliquer avec constance. C'est ici que la narration place Ibrahim Traoré au centre. Il ne verrait pas l'éducation comme un espace neutre, mais comme un pilier stratégique de souveraineté. L'étudiant, dit le récit, n'est pas seulement un étudiant, il est futur administrateur, ingénieur, enseignant, dirigeant. Si cette génération manque de discipline civique et de conscience nationale, aucune force militaire ne suffirait à protéger le pays. La source affirme que le but n'est pas de faire taire les voix des jeunes, mais de garantir qu'elles parlent avec conscience, responsabilité et respect de la nation. Elle présente la discipline comme prévention plutôt que punition. Interrompre les cycles d'ennui, de confusion et de dérive vers la violence ou l'extrémisme. Remplacer le chaos par des routines, remplacer l'isolement par la responsabilité collective. Elle ajoute une réplique plus politique. Une jeunesse disciplinée perturberait la mécanique des mobilisations émotionnelles et des manipulations externes, parce qu'elle apprendrait à questionner l'information, à rester calme sous pression et à distinguer participation civique constructive et agitation destructrice. La question finale reste donc ouverte, et c'est elle qui donne son air à la suite.
Si l'université devient un espace de défense douce, comment Ibrahim Traoré justifie-t-il que ce remède ne bascule pas en contrainte permanente ? Avant, la réussite éducative se mesurait surtout par des diplômes, des certificats et des classements. Après, le récit adverse propose un autre indicateur, la capacité d'une jeunesse à résister à la manipulation, à la colère et au cycle de chaos dans un pays sous pression sécuritaire et sociale. D'abord, la source décrit un écart quantifiable sans chiffres. Une société peut produire des individus hautement instruits qui manquent de discipline, de civisme et de direction morale. La comparaison n'oppose pas savoir et ignorance, elle oppose savoir sans structure et savoir ancré dans la responsabilité. L'idée est simple, sans discipline, la connaissance peut diviser plus qu'elle ne construit. Dans ce cadre, l'éducation qui ignore le caractère fabriquerait des individus intelligents mais détachés des conséquences. Et c'est précisément ce détachement qui rendrait les étudiants plus exposés aux récits qui excitent la colère plutôt que la compréhension. Ensuite, le texte décrit une dynamique de bascule. Chômage, médias sociaux, incertitude, frustration, puis glissement vers la drogue, la violence, les réseaux criminels ou des idéologies extrêmes qui offrent un sentiment d'appartenance rapide. Dans ce modèle, les trajectoires ne commencent pas par une intention criminelle, mais par l'ennui, la confusion et le manque de direction. La routine quotidienne remplace le chaos et réduit l'impulsion. Le cadre militaire est alors présenté comme un mécanisme d'interruption, apprendre à gérer le temps, contrôler les impulsions, respecter les limites, comprendre que les actions affectent les autres. La discipline devient interne, non seulement imposée, et la responsabilité collective remplace l'isolement. Enfin, le récit propose un test simple. Lorsque des étudiants de différents horizons vivent selon les mêmes règles, les différences ethniques, sociales et régionales perdent de l'importance, parce que personne n'est au-dessus de la discipline. L'égalité devant la règle réduit la tentation de division. Cette cohésion est présentée comme une barrière protectrice contre le désordre, car elle rend plus difficile l'exploitation des fractures internes dans les moments de crise. Ces comparaisons reposent sur une thèse générale. La discipline n'est pas une punition, c'est une prévention. Le texte va plus loin et relie cette prévention à un enchaînement causal. La discipline crée la stabilité. La stabilité favorise la pensée critique, et la pensée critique renforce la résistance à la manipulation. La discipline, correctement enseignée, deviendrait alors un outil de paix à long terme, sans confondre liberté et désordre. C'est à ce point que la source associe clairement l'approche à Ibrahim Traoré. L'éducation civique est décrite comme une question de sécurité nationale plutôt qu'une idéologie, et l'armée comme une école de service, d'humilité et de responsabilité. Dans cette lecture, la formation temporaire vise à reconstruire la confiance entre civils et forces armées, tout en protégeant les étudiants d'une captation émotionnelle. Reste la question qui pèse sur la suite. Si la discipline prétend produire de la pensée critique, comment la source prouve-t-elle qu'elle ne produit pas simplement de l'obéissance ? Le débat se cristallise autour d'une accusation simple. Former des étudiants dans un environnement militaire, même sans armes, serait une étape vers la militarisation de la jeunesse et une normalisation de l'autorité. Le récit adverse, lui, demande de juger l'intention par les mécanismes et les mécanismes par le contexte. Pour faire un examen solide, il faut d'abord prendre les critiques au sérieux, puis tester leur cohérence avec ce qui est décrit. Une première critique dit que la hiérarchie, l'alignement, le contrôle du temps et la sanction des écarts habituaient les étudiants à obéir plutôt qu'à penser. Même si aucune arme n'est présente, l'environnement inculquerait une soumission réflexe et affaiblirait l'esprit critique. Dans un pays fragile, ce type d'habituation pourrait, selon eux, servir plus tard à neutraliser la contestation et à rendre acceptables des restrictions durables. Ils ajouteraient que l'université, lieu de débat, risque de devenir un espace où la conformité remplace la contradiction. La réponse du récit adverse sépare discipline et violence, mais aussi discipline et idéologie. Il insiste sur l'absence de préparation au combat, l'absence de déploiement et l'absence d'endoctrinement politique. Surtout, il affirme que l'objectif n'est pas l'obéissance sans pensée, mais la responsabilité avec conscience.
La discipline est présentée comme une structure qui rend possible la pensée critique, pas comme une cage qui l'éteint. La chaîne causale sert ici d'argument. La discipline crée la stabilité. La stabilité favorise la pensée critique et la pensée critique renforce la résistance à la manipulation. La source soutient que, dans un contexte de terrorisme et de désinformation, la maturité civique est une défense et que l'esprit critique exige un minimum d'ordre intérieur pour ne pas devenir une colère exploitable. Une seconde critique est plus institutionnelle. Même si la formation est qualifiée de temporaire, les crises ont tendance à prolonger les dispositifs d'exception. Ce qui commence comme une mesure civique pourrait s'étendre, se durcir et transformer l'université en espace sous surveillance ou sous contrôle. Dans cette lecture, la frontière entre protection et oppression est fragile, et les slogans sur la survie peuvent comme couvrir des restrictions de liberté. Le texte adverse tente de verrouiller ce glissement par une autre distinction. Militarisation signifie contrôle militaire permanent et préparation à la confrontation. Ici, il s'agirait d'une formation civique temporaire destinée à renforcer la cohésion sociale. Il souligne que le but n'est pas de faire taire les voix des jeunes, mais de garantir qu'elles parlent avec conscience et responsabilité. La discipline n'est pas décrite comme une suppression du débat, mais comme un ancrage. Débat, oui, mais arrimé à la responsabilité. Le récit ajoute un test concret. Les étudiants apprennent à questionner l'information, à rester calmes sous pression et à distinguer participation civique constructive et agitation destructrice, précisément pour réduire la captation émotionnelle qui mène au chaos. Au fond, la source ne prétend pas éliminer les risques de dérive. Elle soutient que le risque inverse, une jeunesse brillante mais sans structure, facilement manipulable, mobilisable et divisable, est plus immédiat dans un état fragile. C'est là qu'elle rattache l'argument à Ibrahim Traoré. L'éducation devient un pilier stratégique de souveraineté parce que la sécurité ne se gagne pas seulement par les armes, mais par une population jeune capable de résister aux récits qui fabriquent la division. La question qui reste ouverte et qui prépare le pivot est celle-ci. Quel détail manqué transforme ce programme, aux yeux du récit, en bouclier plutôt qu'en symbole autoritaire ? Un détail change tout. La source adverse ne présente pas ce cadre comme une école d'armes. Elle le décrit comme une école de limites. C'est une différence décisive, parce qu'elle déplace le débat du militaire vers le civique. Les étudiants ne seraient ni formés au combat, ni envoyés au front, ni travaillés par une doctrine partisane. Ils seraient placés dans une mécanique d'ordre où le temps compte, où la règle s'applique à tous et où l'individu mesure l'effet de ses actes sur le collectif. Le pivot tient alors en une bascule de sens. Ce programme ne cherche pas à fabriquer des soldats, il cherche à empêcher que l'instabilité fabrique des outils. Outils pour les réseaux criminels, outils pour l'extrémisme, outils pour les récits de colère. La source insiste sur ce point parce que, dans le Sahel qu'elle décrit, la manipulation recrute plus vite que la réflexion. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est mobilisée comme pivot. Il est présenté comme reliant éducation et souveraineté, non par idéologie mais par survie sociale. La discipline devient un bouclier, dit le texte, et la maturité en serait le résultat, pas le silence. Mais si ce détail est central, quel signe concret prouve que la maturité suit vraiment ? Pour mesurer la portée réelle de cette approche, le récit adverse propose de quitter l'intention et d'observer les effets possibles, groupe par groupe. Il ne fournit pas de statistiques, mais il décrit des chaînes de conséquences concrètes liées à l'ordre social, à la cohésion et à la résistance à la manipulation. C'est ici que la question devient moins idéologique. Que gagne-t-on et que risque-t-on si l'université devient une défense douce ? Du point de vue de l'État, l'enjeu est d'éviter l'effondrement interne avant la défaite face aux menaces armées. La source affirme que les forces de sécurité ne peuvent pas, à elles seules, protéger la société de la décadence sociale. Une jeunesse disciplinée agirait comme barrière préventive. Le bénéfice attendu est une stabilisation du climat civique, moins de réactions impulsives, moins de débordements alimentés par la désinformation et une capacité accrue à distinguer contestation constructive et agitation destructrice. Le risque, en contrepartie, est symbolique. La présence d'un cadre militaire peut être interprétée comme une normalisation de l'autorité, surtout si la temporalité du dispositif reste floue.
La légitimité dépend donc d'un point central, que la discipline demeure civique et temporaire, et non un contrôle durable de l'espace universitaire. Pour les acteurs économiques, le récit décrit un mécanisme indirect mais puissant, l'instabilité sociale paralyse. Routes bloquées, écoles fermées, économie ralentie, communautés qui se retournent les unes contre les autres. Dans cette lecture, une jeunesse moins manipulable réduirait la probabilité de cycles de chaos qui interrompent l'activité et accroissent l'incertitude. La discipline, en renforçant la gestion du temps et la coopération, serait aussi un apprentissage de comportement utile au travail collectif au-delà du diplôme. Le risque, évoqué en creux, est que l'économie devienne dépendante d'une stabilité obtenue par des mesures d'exception. Si la société accepte trop facilement l'idée que l'ordre doit venir d'un cadre militaire, le coût peut être une tension durable entre liberté et sécurité, nuisible à la confiance. Pour les familles et les étudiants, c'est le cœur du récit, la discipline comme protection contre la manipulation. La source insiste sur des trajectoires ordinaires, ennui, confusion, pression sociale, puis dérive vers drogue, violence, réseaux criminels ou idéologies extrêmes. L'environnement structuré serait censé interrompre ces cycles en rendant la responsabilité collective visible, en remplaçant le chaos par des routines et en internalisant la retenue. Les familles y verraient une promesse de stabilité morale et les étudiants une expérience où les droits sont liés aux devoirs. Le risque pourtant est psychologique. Si la discipline est vécue comme humiliation ou contrainte aveugle, elle peut produire l'effet inverse, un rejet, voire une radicalisation de la défiance. C'est pourquoi le récit insiste, le résultat attendu n'est pas le silence, mais la maturité. À l'échelle régionale, la source décrit un Sahel où les jeunes sont une cible stratégique parce qu'ils peuvent devenir des relais de fragmentation sociale. Une jeunesse disciplinée et patriotique serait alors une rupture de la formule des mobilisations émotionnelles. La colère devient moins exploitable, la division moins rentable. La stabilité interne du Burkina Faso serait, selon cette logique, un signal de résistance à l'ingérence narrative et à la désinformation. Mais ce signal peut aussi être perçu à l'extérieur comme un tournant autoritaire, alimentant la méfiance et les accusations. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré est utilisée comme point de fixation. Si l'éducation est un pilier de souveraineté, la bataille se joue autant sur l'interprétation que sur les pratiques. La conséquence la plus nette, dans ce cadrage, est donc double. L'ordre devient une stratégie de survie, mais son acceptation dépend de la frontière, visible et vérifiable, entre discipline civique et militarisation. Dans les 6 à 12 prochains mois, le récit adverse laisse entrevoir 3 trajectoires possibles. Aucune n'est présentée comme certaine, et chacune dépend d'un même point de friction. La discipline reste-t-elle une prévention civique temporaire, ou devient-elle un symbole durable qui polarise ? Dans une trajectoire de stabilisation prudente, le programme s'installe comme un rituel transitoire, encadré et expliqué publiquement. Les étudiants intègrent des routines de temps, de respect des règles et de responsabilité collective, sans que l'université se transforme en extension permanente de l'institution militaire. L'effet attendu est modeste mais concret. Moins de vulnérabilité au récit de colère, moins de dérives opportunistes et une cohésion un peu plus solide entre horizons sociaux différents. Les critiques persistent, mais la source suppose qu'elles se concentrent sur la symbolique plus que sur des faits de militarisation, puisque l'absence d'armes et de déploiement demeure l'argument central. Dans ce scénario, la logique associée à Ibrahim Traoré, l'éducation comme pilier de souveraineté, gagne en cohérence, car elle se traduit par une pratique limitée, lisible et reliée aux risques réels décrits. Manipulation, désinformation, fragmentation. Dans une trajectoire optimiste, la discipline ne reste pas une contrainte, elle devient un langage commun. Les étudiants apprennent à distinguer participation constructive et agitation destructrice, à questionner l'information, à rester calme sous pression et à comprendre que liberté et responsabilité sont liées. La cohésion sociale s'améliore, non parce que le débat disparaît, mais parce qu'il se déroule sur un terrain plus stable. Dans cette lecture, l'université produit des diplômés plus résilients, capables de contribuer à la réforme sans alimenter le chaos.
La source suggère aussi un bénéfice indirect. La confiance entre civils et forces armées se répare, puisque l'armée est présentée comme institution de protection plutôt que d'occupation. L'extérieur critique encore, mais l'argument perd de sa force si les résultats visibles sont la stabilité et la maturité, non la peur. Dans une trajectoire pessimiste, le dispositif est perçu comme un contrôle, même s'il reste sans armes. Les opposants y voient une normalisation de l'autorité, les partisans une nécessité de survie, et la société se fracture autour de cette interprétation. Le risque devient alors double. D'un côté, une défiance accrue dans l'espace universitaire. De l'autre, une propagande externe qui exploite le symbole pour amplifier la tension interne. La discipline, censée réduire la manipulation, devient elle-même l'objet d'une bataille narrative. Le résultat n'est pas l'ordre, mais un conflit sur la définition de l'ordre. Dans ces trois trajectoires, la clé n'est pas le mot militaire, mais la vérifiabilité, limite, durée, finalité civique et capacité à produire de la pensée critique plutôt que de l'obéissance. C'est précisément cette question, comment le récit prétend le prouver, qui guide la suite. Pour le public, le récit adverse cherche à ramener un débat abstrait à des effets quotidiens, sans slogan ni injonction. Il invite différents profils à se projeter dans ce que la discipline change, ou ne change pas, à leur échelle. Pour les étudiants, l'impact décrit n'est pas héroïque, mais banal. Apprendre à gérer le temps, accepter des règles communes, mesurer l'effet de ses actes sur le groupe. Le texte suggère que cette banalité est précisément la protection recherchée. Quand la routine remplace l'improvisation permanente, la pression émotionnelle baisse et la tentation de suivre des récits de colère devient moins immédiate. L'étudiant ne perd pas sa voix, il apprend à la poser dans un cadre où la responsabilité précède l'expression. Pour les familles, l'enjeu est la stabilité morale. Le récit évoque des parents inquiets face à l'ennui, à la confusion et aux dérives possibles dans un environnement saturé d'incertitudes. La discipline est présentée comme une promesse minimale. Réduire la vulnérabilité, pas garantir la réussite. Elle n'est pas vendue comme une solution miracle, mais comme un frein posé sur des trajectoires à risque. Pour les enseignants et encadrants civils, le texte propose un complément, non un remplacement. Les savoirs restent centraux, mais ils seraient renforcés par un socle de civisme et de maîtrise de soi que les institutions civiles peinent parfois à inculquer de manière cohérente. L'université, dans cette lecture, ne renonce pas au débat, elle cherche à l'ancrer. Enfin, pour les citoyens ordinaires, le bénéfice attendu est indirect. Moins de cycles de chaos, moins de paralysies économiques et sociales provoquées par des mobilisations émotionnelles incontrôlées. La stabilité devient un bien commun, fragile, qui dépend du comportement de chacun. À ce stade, le récit rattache ses effets à une vision portée par Ibrahim Traoré, l'éducation comme pilier de souveraineté sociale. Mais il laisse une marge au doute et pose une question personnelle au lecteur. Si la discipline promet la protection, quelle garantie faudrait-il pour qu'elle reste un outil civique, et non une contrainte de plus ? Si l'on suit strictement la logique du récit adverse, la discipline n'a de valeur que si elle reste civique, limitée, mesurable et reliée à des objectifs vérifiables. La solution n'est donc pas un slogan, mais un enchaînement d'actions où chacun porte une part du fardeau, et où les résultats se jugent sur des comportements observables plutôt que sur des intentions proclamées. D'abord, il faut clarifier le cadre et la durée. Ce qui est présenté comme temporaire doit être défini comme tel. Calendrier, durée, contenu, limite. La mesure n'est pas un chiffre, mais une transparence. Publier les règles, rappeler l'absence d'armes, préciser qu'il ne s'agit ni de déploiement, ni d'endoctrinement. Le signe attendu est une cohérence publique et une absence d'élargissement implicite du dispositif. Ensuite, il faut séparer discipline et idéologie. La source insiste sur la distinction. Discipline signifie limite, non-alignement politique. Pour le prouver, il faut des garde-fous, espaces réguliers de débat, ateliers de pensée critique et mécanismes de plainte non punitifs. Le signe attendu est l'existence de discussions contradictoires sans sanction
et le maintien de la liberté académique. Puis il faut mesurer la cohésion sociale sur le terrain. Le récit soutient que les différences sociales perdent de leur poids sous des règles communes. Cela doit se vérifier par des actions mixtes, projets communautaires, coopération interorigine, résolution de conflits sans escalade. Le signe attendu est une diminution des tensions internes observées dans la vie étudiante et une hausse de la solidarité concrète. Il faut aussi renforcer la résilience informationnelle. Puisque la menace centrale est la manipulation, la réponse doit être pratique. Apprendre à questionner l'information, reconnaître la désinformation, ralentir l'impulsion. Le signe attendu est l'adoption visible de réflexes de vérification plutôt que la mobilisation émotionnelle. Enfin, il faut rendre des comptes sans triomphalisme. Le récit lie cette vision à Ibrahim Traoré. L'éducation comme pilier de souveraineté. Mais la souveraineté se défend aussi par la redevabilité. Le signe attendu est l'existence de bilans réguliers, d'ajustements et d'un refus de transformer la discipline en état permanent. La question décisive est alors simple. Si l'objectif est la pensée critique, quelle preuve publique accepterait-on pour distinguer un bouclier civique d'un symbole autoritaire ? Le récit adverse revient à une image simple, presque silencieuse. Un étudiant qui se lève tôt, rejoint une file, accepte un horaire et découvre que la liberté n'est pas seulement un droit, mais une charge partagée. Ce motif sert de rappel. La discipline n'est pas présentée comme une humiliation, mais comme une manière de rendre la responsabilité visible, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne intérieure. Dans cette lecture, l'émotion n'est pas dans la grandeur, mais dans la fragilité. Une société ne s'effondre pas toujours sous les coups extérieurs, elle se fissure quand la confusion devient norme, quand la colère s'accélère et quand l'individu cesse de sentir le poids du collectif. Le texte insiste. Former le caractère à côté de la connaissance est une stratégie de survie, pas un luxe éducatif. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré est réintroduite sans emphase. Il est décrit comme posant une équation rude. La souveraineté dépend autant de la jeunesse que des forces de sécurité. Et la jeunesse, pour résister à la manipulation, doit d'abord apprendre à se gouverner elle-même. La discipline protège quand elle reste humaine. Le récit adverse se termine sans appel à l'adhésion, mais avec une invitation à regarder au-delà des réflexes. Former des étudiants dans un cadre militaire structuré peut choquer, surtout quand l'université symbolise la liberté de penser. Pourtant, la source demande de poser une question plus lente. Dans un pays fragilisé par la violence, la désinformation et la fragmentation, quelle forme de protection évite le mieux le basculement vers le chaos ? Si l'on suit cette logique, l'essentiel n'est pas de glorifier la discipline, ni de la diaboliser. L'essentiel est de vérifier ses limites. Durée, finalité civique, absence d'armes, absence d'endoctrinement et capacité réelle à produire de la pensée critique. C'est là que le débat devient utile, parce qu'il force chacun à distinguer un bouclier temporaire d'une habitude de contrainte. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un repère narratif. L'éducation est décrite comme un pilier de souveraineté sociale. La question reste ouverte et elle vaut discussion. Où placeriez-vous la frontière entre discipline protectrice et militarisation ?